Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Je suis très très content de vous retrouver de nouveau sur la chaîne d'Andromède. Suite à notre conversation d'il y a quelque temps, vous nous aviez évoqué un travail spécifique avec des archétypes féminins et issus de la mythologie. Oui. Et ça nous a amené avec beaucoup de curiosité à revenir vous voir afin que vous nous parliez justement de ces archétypes. Eh bien, avec grand plaisir, ça me fait très plaisir. Merci encore une fois de m'accueillir sur la chaîne Andromède. Et c'est toujours avec une immense joie que je partage cette compréhension de l'énergie féminine. Alors, la première notion, en fait, dans cette énergie féminine, la première notion à intégrer, c'est que les femmes sont en lien avec la lune. C'est-à-dire que l'énergie des femmes est une énergie cyclique. L'énergie du féminin est une énergie cyclique. Et il y a 4 phases, comme les phases de la lune. Donc il y a une phase où l'énergie est très intériorisée. Alors on peut aussi l'associer aux saisons, puisque c'est comme l'hiver, cette phase-là. C'est la phase des lunes, où l'énergie est rentrée au plus profond. C'est pas qu'il y a moins d'énergie, c'est simplement qu'elle est moins visible puisqu'elle est cachée tout au fond. C'est une saison, c'est une période. Si on prend un cycle de 28 jours, un cycle parfait de 28 jours avec 4 phases de 7 jours, eh bien, c'est la période où on n'a pas envie trop de sortir, de voir du monde. On a de la contrainte à faire les choses du quotidien. On a besoin de se replier un peu sur soi-même, de prendre du temps. C'est un profond temps de régénération, comme l'hiver. Ensuite, il y a la phase de la jeune fille. Donc cette phase des lunes, pardon, je ne vous ai pas donné le nom de l'archétype, oui. C'est la sorcière, c'est l'ancienne. Ensuite vient la phase de la jeune fille. C'est l'énergie du printemps, la phase de la Vierge. Cette énergie vierge, c'est une renaissance. On s'est détaché de tout ce qui devait partir pendant la phase précédente, et donc là il y a vraiment une véritable renaissance. Comme au printemps, eh bien les graines ont laissé la place, sont mortes pour laisser les bourgeons pousser, pour laisser les plantes, les graines ont germé. Et donc c'est une phase où l'énergie est très joyeuse et très tournée vers l'extérieur. C'est une énergie yang qui est là et qui va donner beaucoup de dynamisme, où là les femmes vont pouvoir en fait rattraper en gros tout ce qu'elles n'ont pas eu envie de faire la semaine d'avant, où elles ont procrastiné, et voilà, elles doivent se déculpabiliser de procrastiner dans cette phase de lune pour pouvoir vraiment du coup en mettre les bouchées doubles au moment de cette deuxième phase. Et puis ça nous amène vers la phase de la déesse mère, c'est la phase de l'ovulation, où là toute l'énergie est tournée vers l'extérieur, on est dans l'accueil, on peut faire à manger, pour beaucoup de monde, on peut accueillir vraiment une copine qui est en détresse, vraiment la prendre sous l'aile, être vraiment dans ce profond accueil, cette profonde bienveillance. C'est l'énergie de l'été, des barbecues. Et puis ça nous emmène vers l'énergie descendante qui va correspondre à l'énergie de l'automne, qui est la phase de l'enchanteresse. C'est une phase qui est souvent un peu compliquée à vivre pour les femmes. C'est la phase du oui mais non, non mais oui. Voilà, c'est vraiment cette descente d'énergie qui va nous emmener vers l'hiver. C'est comme l'automne, souvent c'est un petit peu difficile à vivre. Et finalement, quand on nous dit t'es mal luné, t'es d'une énergie des fois qui est pas très linéaire, c'est souvent ce qui est reproché un petit peu aux femmes d'être... eh bien en fait c'est juste normal, c'est juste physiologique. Et cette énergie d'enchanteresse, eh bien c'est là que ça ripe souvent un petit peu, ça tiraille un peu, parce que ça commence, on sent que l'énergie commence à être moins disponible pour le travail, pour les obligations et puis il y a un deuxième axe. Justement, avant de commencer, là vous allez partir sur les déesses grecques, ouais. Je pense. Juste avant, si vous pouvez nous donner peut-être l'origine de ces différents archétypes.
culturel. D'où vient cette sorcière appelée l'ancienne? Est-ce que c'est plutôt C'est celtique, chamanique? C'est chamanique. D'accord, Ouais. C'est d'accord, une origine, c'est un enseignement chamanique et qui se travaille essentiellement en roue lunaire. d'accord. Donc vraiment dans l'enseignement chamanique où on rentre dans la roue et un petit peu comme les constellations familiales où certains vont incarner donc les archétypes, et bien là dans la roue on rentre avec ces 4 archétypes qui sont représentés par d'autres participants à cette roue-là. Ouais. Ça se travaille souvent comme ça. D'accord. Pour les 4 phases. Les 4 phases de la lune, les D'accord. 4 phases du féminin. Et donc là, je vous laisse poursuivre parce que je vous avais interrompu Pas de souci. la deuxième phase, les déesses grecques. Oui, alors, eh bien là, ce sont les 6 facettes du féminin qui sont présents en toute femme. Donc ces 6 facettes-là, alors, on va retrouver des énergies qui vont nous rappeler un petit peu les 4 archétypes qu'on vient de voir. Donc on va voir que certains archétypes sont plus ou moins faciles à vivre déjà selon notre cycle, mais aussi selon notre typologie, parce qu'on a un petit peu sa carte d'identité archétypale, un petit peu comme l'astrologie où on va être teinté. Eh bien, au niveau des déesses grecques, enfin de cet enseignement-là, ces archétypes-là, eh bien, on va être teinté d'un ou 2 archétypes, et puis il y en a souvent un ou deux qui sont qu'on n'aime pas trop, on n'est pas à l'aise avec, et du coup ce sont des énergies qu'on a du mal à contacter, qu'on leur laisse pas la place, où on vit que les ombres, ou voilà, et du coup c'est les potentiels dont on se prive, et c'est de l'énergie qui va travailler dans l'ombre. D'accord. Alors la première dont je vais vous parler, Artémis. Artémis, elle incarne en fait l'autonomie, l'indépendance. Artémis, dans ses potentiels, c'est vraiment la femme qui se débrouille seule, qui est capable de se débrouiller toute seule. Elle est dans l'énergie de la sororité, c'est-à-dire elle est vraiment dans l'accueil et la défense. Il y a quelque chose en même temps c'est un défenseur, c'est une défenseuse, un défenseur du féminin, Artémis. On peut la retrouver, c'est Jeanne d'Arc, on peut la retrouver sur les croisades très, très féministes à défendre ces valeurs-là. Et elle n'a pas besoin de l'homme. Donc dans l'ombre, eh bien, ça va être compliqué si on veut construire un couple et avec un homme qui prenne sa place et qui amène son énergie dans le couple, eh bien, ça va être compliqué pour Artémis de lâcher cette part-là. Donc, ça demande, pour les femmes qui sont très typées Artémis, ça demande un travail d'aller détendre vraiment Artémis. C'est toujours par sécurité qu'on s'enferme un petit peu dans un archétype. Voilà, c'est par survie, c'est par instinct de survie qu'à un moment donné, on s'est réfugié. C'est une gardienne, Artémis. C'est un peu la gardienne du féminin, ouais. C'est ça. Toutes les féministes là, qu'on a connues, qui ont milité pour le droit de vote, le droit à l'avortement, etc., avaient une Artémis très forte. C'est un peu le MLF, voilà, dans l'extrême. Hein, c'est dans le. Moi, volontairement, je stéréotype un petit peu, voilà, pour qu'on comprenne mieux. On comprenne bien, les différentes énergies. Avant qu'on continue sur les autres archétypes, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, une Artémis peut avoir une gradation faible, moyenne, plus prononcée, ou est-ce que l'archétype va se manifester d'une manière entière, puissante? Alors, tout dépend. On va avoir, pour chaque archétype, on peut avoir tous les cas de figure, c'est-à-dire on peut avoir un archétype équilibré, et heureusement, puisqu'ils sont 6, ces archétypes, ces déesses grecques qui sont en nous, ces 6 parts, et heureusement, il y en a quand même, généralement, la majorité qui sont à peu près à l'équilibre. Simplement, il y en a tout le temps, au moins une, qu'on vit dans l'excès et on vit donc dans les ombres. Et il y en a tout le temps une qu'on refoule, qu'on refuse d'incarner parce que c'est généralement la phase un petit peu opposée. J'aime pas dire opposée, mais je préfère employer le terme de complémentaire, mais on va dire que c'est l'énergie qui est un petit peu sur l'autre facette. Et du coup, ça va créer des tiraillements et on va avoir du mal à laisser remonter l'énergie qui est occultée si on ne détend pas
celle qui ne laisse pas la place. Donc voilà, quand on fait le bilan sur les 6, eh bien voilà, c'est de faire un petit peu sa cartographie des 6 archétypes. Et puis parfois, il y a un archétype qu'on arrive très bien à vivre dans un domaine de sa vie ou avec certaines personnes, mais pas du tout avec d'autres personnes. Par exemple, avec les femmes, c'est OK, avec les hommes, non. Dans le travail, c'est OK, mais dans le perso, non. Voilà, il y a un petit peu toutes les modalités qui s'inscrivent. Une petite question qui me vient, est-ce qu'une personne peut se choisir un archétype et désirer le travailler et le développer? Est-ce que c'est possible déjà? Le choisir volontairement, oui, alors il faut se méfier parce qu'on peut choisir la facilité et de se dire oh mais moi j'aime bien celle-ci, je vais travailler dessus parce que voilà, je pense que je peux l'améliorer, etc. C'est peut-être pas toujours l'archétype qui a le plus besoin d'être travaillé. Après, oui, on peut toujours continuer de travailler ces archétypes parce que voilà, il y a toujours, enfin, dans le travail du développement personnel, j'aime bien l'image du tamis. On démarre avec un tamis où on filtre les gros cailloux, et puis quand après on nous donne un tamis un peu plus fin jusqu'à filtrer le sable, la poussière. Enfin, on raffine toujours davantage l'énergie. Et c'est comme ça qu'on la comprend mieux et qu'on l'accepte peut-être. Bien sûr, ouais, tout à fait. Parce que je pense qu'il doit y avoir aussi une grosse part d'acceptation. Ouais, complètement, oui. On continue à lister les différents archétypes. Oui, si vous voulez. oui, bien sûr. Donc là, je vais vous présenter Athéna, qui est un petit peu sur l'axe de l'indépendance aussi, comme Artémis, mais qui va être plus extravertie. Athéna, c'est la déesse de la guerre, donc on va la retrouver beaucoup, les femmes carriéristes, par exemple, vont être très typées Athéna. Ce sont les Amazones. Voilà, donc... si par exemple on est une fille et puis que papa voulait un garçon, il se peut que du coup on se soit mise dans l'archétype Athéna avec forcément, comme la nature fait toujours bien les choses, un caractère qui va bien avec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Athéna, elle est née dans la mythologie, elle est née adulte et elle est née en fait du mental du père. Donc elle n'a pas forgé son corps émotionnel, puisque ce corps émotionnel se forge pendant l'enfance, ce qui fait que elle n'a pas conscience des émotions. Elle est coupée de ses propres émotions et elle n'a pas conscience de l'émotion des autres. Donc ce sont des femmes qui paraissent souvent très froides. Alors, elles viennent pas de leur propre chef en développement personnel, les Athéna, elles viennent généralement quand elles sont en burn-out, parce qu'elles s'écoutent pas. Donc on les voit arriver en burn-out, effondrées. En fait, quand Athéna met le genou à terre, en fait, on dit qu'elle rentre dans sa puissance, c'est-à-dire qu'elle n'est plus la guerrière physique qui est dans la guerre, elle est dans la force, dans la puissance. Elle va rentrer dans la force tranquille, la puissance. Lorsqu'elle met un genou à terre, Athéna, est-ce qu'elle ne mobilise pas à ce moment-là toutes ses forces pour remonter? Oui, alors quand elle met le genou à terre, Athéna, elle est en train de contacter en fait son émotionnel. Et là, elle perd, comment dire, elle a le sentiment de ne plus rien être, de ne plus exister. Parce qu'Athéna est profondément, alors on est tous, quand on est très typé d'un archétype, on est identifié à cet archétype. Et on croit que si on n'est plus cet archétype-là, on n'existe plus. C'est le principe de l'identification du troisième chakra, de ce plexus solaire, d'identification au personnage. Mais c'est particulièrement fort chez Athéna, parce que au moment du burn-out, pour elle, c'est vraiment très puissant ce burn-out, parce qu'elle a l'impression qu'elle va mourir, qu'elle n'existe plus. Et elle va aller à la rencontre, en fait, de sa vulnérabilité. Elle va commencer à rencontrer son émotionnel, parce que puisqu'elle a baissé, elle a lâché les armes, qu'elle a plus la force d'avoir ses armes, l'émotion va venir. Mais comme il y a tellement d'émotions refoulées que c'est un peu le raz-de-marée qui lui arrive dessus. C'est pour ça que souvent ce sont des burn-out qui sont assez violents pour les Athénas. Mais elles ont vraiment la puissance au fond d'elles pour remonter. D'accord. On passe à Déméter. Alors Déméter, la déesse mère, c'est Gaïa, c'est l'amour inconditionnel, c'est la maman universelle, c'est
Voilà, c'est Déméter, c'est une... je connaissais quelqu'un qui m'expliquait un jour, me dit mais moi quand j'étais au collège, on me disait qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Et je disais mais la barbe à la fin avec cette histoire de métier, moi ce que je veux c'est avoir des enfants. Et Déméter c'est ça, c'est vraiment une femme très typée Déméter, son objectif dans la vie, elle se sent exister, elle sent qu'elle est là pour avoir des enfants et que sa priorité c'est ce rôle de mère. Alors Déméter, bien, dans l'ombre, ça va donner des mamans envahissantes qui vont trop faire, qui vont vivre pour leurs enfants, qui vont vouloir enlever tous les petits cailloux sur le chemin de leurs enfants pour essayer de leur faciliter au maximum la vie. Mais du coup, elle les rend en quelque sorte irresponsables parce qu'elle les empêche de faire leurs propres expériences. Et Déméter, ce qu'elle a intégré, c'est qu'elle ne peut pas empêcher son enfant de vivre ce qu'il a à vivre. Elle va retarder l'expérience, ce qui fait que quand l'enfant va vivre l'expérience, souvent l'élastique se tend, parce que c'est Déméter qui a empêché que l'élastique lâche. D'accord. Et quand l'enfant va faire l'expérience, du coup, souvent il y a un gros choc parce qu'il n'était pas du tout préparé finalement. Et oui. Donc voilà, et puis les Déméter, on peut rencontrer, et j'avais eu le cas d'une dame en conférence qui m'avait dit « Mais moi, en fait, j'ai 2 enfants, j'en ai un qui est parti, qui attendait 18 ans pour partir parce qu'il n'en pouvait plus. S'il a un tempérament très indépendant, à la Artémis par exemple, il va dire « Ah non, mais j'étouffe, j'en peux plus. » Et puis un autre qui va dire « Ah mais c'est tellement confortable, ça donne un Tanguy qui a 35 ans et toujours à la maison. » Et des souffrances toujours pour Déméter. Et des souffrances, oui, Déméter, elle va beaucoup souffrir au moment où les enfants vont quitter le nid. Parce que, justement, toujours cette problématique d'identification, du coup, elle n'est pas en référence à ses besoins à elle. Elle nourrit tout le monde, mais elle oublie, elle, de se nourrir. Alors, une qui a quitté le nid, justement, c'est Perséphone, hein, c'est la fille de Déméter. Alors, Perséphone, oui, c'est la fille de Déméter. Donc, eh bien, Perséphone a été surprotégée dans son enfance, puisque sa maman, c'est Déméter dans la mythologie grecque. Et elle est tranquillement en train de cueillir des petites fleurs quand Hadès la kidnappe. Donc, chez les Perséphones, en fait, on va retrouver ce côté... Alors, il y a 2 typologies de Perséphone. C'est-à-dire qu'il y a la typologie de la Perséphone qui va être restée l'enfant de Déméter. Donc, ça donne des femmes qui peuvent être complètement, je dirais même au-delà de l'insouciance, inconsciente. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune notion de réalité de la vie, elles savent pas ce qui se passe, le noir, le blanc, l'ombre, la lumière, elles connaissent pas, elles voient pas les problématiques, les enjeux financiers, la réalité, enfin voilà, qu'il faut travailler pour manger, enfin c'est des choses comme ça. Et la vie les épargne parfois, on peut rencontrer des personnes qui restent. Enfin, moi, j'en ai vu, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai vu, qui restent dans ce processus toute la vie, parce que c'était, dans cette incarnation, c'était ça. Et par contre, ce qu'on rencontre plus souvent, c'est des Perséphones qui vont être dans l'ombre, qui vont être au fond, parce que Perséphone, Perséphone, elle est kidnappée de son insouciance, de cette inconscience, en fait, elle est kidnappée par Hadès, mais elle rebondit. Elle descend dans les profondeurs, elle voit dans le noir, et elle rebondit, c'est-à-dire qu'elle tape au fond de la piscine, au fond de la mare, et elle remonte. Et elles ont vraiment le potentiel de transformation, de transmutation. Elle devient la déesse des enfers, la déesse du monde souterrain. Elle règne sur le monde souterrain. Donc Perséphone, elle va nous accompagner à faire tout ce travail de développement personnel, d'aller voir, d'aller gratter dans le sombre, l'obscur, ce qui peut nous faire peur, ce qui vraiment peut des fois nous bloquer, nous dire non, j'ai pas trop envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller savoir ce qui va pas en moi, d'aller gratter dans des secrets de famille, d'aller gratter des choses qui sont cachées. Et en fait, c'est Perséphone vraiment qui peut nous accompagner, se connecter à sa Perséphone, à nous sentir en sécurité et nous dire c'est ok. Il y a pas de on va juste voir ce qui se passe, mais on n'est pas en danger. C'est souvent physiquement, ce sont des petites souris, j'ai tendance à dire, c'est des femmes qui passent inaperçues. Perséphone souvent. Alors il y a
Il y a un aspect physique hein, souvent qui est assez lié à Mais j'ai envie de poser une question. Comment le vivent-elles? Perséphone. Oui, ces femmes-là, comment vivent-elles cet archétype? Alors, les Perséphones, les femmes qui sont dans cette problème, enfin, souvent il y a un sentiment d'impuissance. Il y a quelque chose qui est vu par l'extérieur comme vraiment de la passivité, parce qu'il y a un peu le j'ai de pouvoir et de contrôle sur rien, puisque ma mère a toujours tout décidé pour moi, ou si c'était pas ma mère, en tout cas la vie a toujours tout décidé pour moi, le contexte. Peut-être que ce que j'ai vécu dans l'enfance, en fait, j'ai subi, et il n'y avait pas d'autre choix, c'était comme ça. Et du coup, il y a une histoire de passivité, c'est-à-dire que tout ce qui va arriver à Perséphone, ben voilà, elle a les épreuves les unes après les autres et elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse. Alors c'est l'énergie de l'eau, c'est-à-dire de l'adaptabilité. Elle a une profonde adaptabilité. C'est pour ça que Perséphone, parfois on trouve des femmes qui ont fait des tentatives de suicide parce qu'elles étaient vraiment désespérées, mais elles arrivent rarement à se suicider parce qu'elles ont ce potentiel en elles de transformation et d'avoir cette capacité à rebondir et à vraiment transmuter l'ombre. Donc c'est compliqué parce qu'elles sont souvent, typiquement, une Athéna ne supportera pas une Perséphone, puisque Athéna on va être dans la plus yang, et Perséphone dans la plus yin. Donc Athéna elle comprend pas, Perséphone n'est que émotionnelle, Athéna elle sait même pas que l'émotionnel ça existe, donc il y a vraiment une forme d'incompréhension et de jugement. Et Perséphone peut se sentir très blessées, donc il y a une espèce d'enfermement qui peut souvent elles sont un peu seules, elles peuvent... c'est un peu l'ermite aussi, quoi, on peut retrouver dans la Perséphone. Tout ce qui va avoir lien avec l'isolement aussi, avec L'introspection aussi. l'introspection. Alors on va retrouver souvent des violences hein, chez Perséphone, souvent c'est des femmes qui ont été abusées. On va retrouver un schéma comme ça de choses difficiles dans l'enfance. D'accord. Un autre archétype? Oui, bien sûr. Héra. 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 Alors là, on change complètement d'énergie puisqu'on revient vers une énergie qui va être un petit peu plus proche d'Athéna, c'est-à-dire une énergie qui va être très extravertie et qui est sur l'axe du pouvoir. Héra, c'est l'épouse. C'est la femme de Zeus dans la mythologie. Donc, ce sont les premières dames. Si on doit résumer, Héra, c'est la première dame, c'est la femme du roi, de l'homme puissant. Donc on va retrouver chez les Héras, en fait, la capacité à trouver un homme dès le plus jeune âge, dès le début de l'âge adulte, à trouver un homme qui a le talent, la capacité à rentrer dans sa puissance, à devenir un roi. Héra va se marier à un roi, elle va chercher un roi, c'est-à-dire un homme qui va être dans une autonomie financière, qui va aller vers de l'essor social. Donc vraiment, si on va dans des stéréotypes, c'est les hommes politiques, les chefs d'entreprise. Et on dit que derrière tout chef d'entreprise, il a pour épouse une Héra et pour bras droit une Athéna. D'accord. Et ce qui est difficile pour Héra, c'est que souvent, elle n'est pas reconnue parce qu'elle est dans l'ombre et elle va faire tout le travail de l'ombre pour faire monter son mari en puissance et elle profiter de cet essor social. Donc typiquement pour une Artémis, par exemple, qui elle est très autonome, indépendante, qui a besoin de personne, elle voit Héra de prime abord comme une victime. Elle croit qu'elle est sous l'emprise de son mari. Elle croit qu'elle subit son mari, qu'elle est malheureuse parce que son mari, des fois, il n'est pas très respectueux. Parce qu'elle va s'occuper de toute la logistique. Souvent, elle n'a pas de travail parce qu'elle s'occupe de l'organisation de la maison, de l'éducation des enfants. C'est pas une Déméter, hein, elle va gérer l'éducation des enfants, qu'ils aillent à l'école et qu'ils aient les cours éventuellement à côté, parce que l'essor social est important, donc même dans la scolarité des enfants. Souvent, les Héras, elles sont hyper jalouses parce que, bien souvent, Zeus, il n'est pas très fidèle.
D'accord. On voit les hommes politiques, Mhm. parfois il y a des, voilà, il y a des scandales, etc. Et on voit à côté la première dame ou madame qui est à côté. Quand elle se présente, d'ailleurs, elle utilise « je suis madame un tel ». Oui. Elle n'a pas Oui. ce prénom, elle n'a pas de nom de jeune fille, elle est Non, madame elle est un madame. tel. Oui. Voilà. Oui. Et elle reste fidèle. C'est la déesse du mariage. Donc cultiver sa Héra, ça va nous permettre de dépasser toutes les crises de couple, d'avoir vraiment, d'amener dans l'énergie de son couple la durabilité, Oui. Et une certaine lucidité aussi, une je pense. certaine lucidité, en tout cas d'être capable de sortir de... Pour une Artémis, par exemple, si elle ne contacte pas Héra, elle n'arrivera pas à laisser entrer un homme qui prend sa place dans sa vie. Oui. Héra va permettre de travailler, de passer parfois au second plan pour mettre son mari en valeur. Parfois, c'est l'heure de son mari et de dire « Ok, ce soir, c'est sa soirée et je l'accompagne, par exemple, pour un repas au sein de son entreprise et je le mets en valeur. Et moi, personne ne sait qui je suis, ce que je fais. Je suis juste là pour le mettre en avant, le mettre en valeur. » Ça, c'est le travail d'Héra qui va faire que voilà, ça va amener une certaine énergie de générosité dans le couple. Une Héra peut-elle devenir une Artémis par dépit ou par... Alors, les Héras, c'est comme les Athénas. On ne les voit pas dans les stages ou les ateliers ou même les soins énergétiques où on se remet en question. Parce que tant qu'elles sont dans leur pouvoir, Oui. elles restent dedans puisque elles sont là où elles ont envie d'être. C'est leur référence, c'est leur monde. Oui, tout à fait. Et elles sont dans une forme de pouvoir. Ce sont deux archétypes vraiment en lien avec la puissance, enfin le pouvoir. Et du coup, on sait bien que le travail de développement personnel, on le fait généralement plutôt quand on est dans les vies de victimes, parce que c'est tellement inconfortable qu'on fait le travail. Donc, Héra, on va la voir arriver à travailler sur elle, par exemple, si son mari décède. D'accord. Si elle a travaillé ça dans cette vie, par exemple, son mari peut décéder. Moi, j'en ai vu venir à des ateliers, justement, parce que elle venait de perdre une dame venait de perdre son mari, et du coup, qui je suis, comment je fais pour m'en sortir, à qui je m'identifie. Ah, ok, je dois m'identifier à moi. Voilà. C'est souvent par accident qu'elles viennent... Oui, en fait, comme Athéna, c'est au moment où il y a une chute. Parfait. Et puis, Aphrodite. Eh ben oui, Aphrodite. Il nous reste Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Aphrodite, elle a vraiment cette même dilatation que Déméter. Ça s'exerce pas de la même façon, mais j'ai envie de dire Déméter, c'est l'amour inconditionnel, l'accueil, c'est la mère. Donc il y a cette forme de générosité. Et Aphrodite, elle est dans l'accueil aussi, avec un côté plus enfantin, plus léger, plus insouciant. C'est l'ingénue Aphrodite, c'est Brigitte Bardot, ça va être vraiment la très belle femme, même des femmes parfois qui respectent pas les lois de la plastique, mais qui vont dégager, il y a un magnétisme chez Aphrodite, et dans cette générosité, c'est-à-dire qu'elles sont pas reconnues pour ça, souvent c'est très injuste parce qu'elles ont vraiment ça en elles, mais elles sont tellement jalousées ces femmes. Alors les Héras, elles les aiment pas du tout parce que c'est les femmes qui les hommes peuvent pas s'empêcher de regarder tellement elles sont magnétiques. Elles sont altruistes en fait. Oui, mais en fait elles ont envie de rendre tout le monde beau. Oui. C'est-à-dire qu'une Aphrodite, spontanément, vous rencontrez une Aphrodite, vous pouvez lui demander n'importe quel conseil, elle saura d'emblée qu'est-ce qui va vous aller, qu'est-ce qui va vous rendre belle, et même si c'est une femme, il n'y a pas de jalousie entre femmes. Elle ne fait pas de sa beauté un pouvoir. Après, elle peut aller dans des excès d'ombre et c'est vraiment s'identifier à ce côté dans l'excès d'Aphrodite. Du coup, ce sont des femmes, des fois, qui peuvent tomber dans une forme de vulgarité parce qu'elles sentent qu'elles n'existent que par le désir qu'elles provoquent chez les hommes. Donc, dans l'excès, ça peut les amener là. Mais quand elles reviennent vraiment à un alignement dans cet espace, cet équilibre,
vraiment, c'est super d'avoir une copine Aphrodite. Vous allez faire les courses avec elle. Elle saura d'emblée qu'est-ce qui va vous aller, qu'est-ce qui va vous mettre en valeur. Elle va vous rendre belle et elle va vous rendre beau si vous êtes un homme. Parce que mais c'est vraiment de l'élan du cœur. C'est cette même générosité que Déméter. Donc, pour ces deux archétypes, j'aime souvent citer, c'est comme le soleil qui rayonne, qui inonde de sa chaleur et de sa lumière, qui conçoit, que ce soit une rose ou que ce soit un chardon, une mauvaise herbe, peu importe, lui, il rayonne, il s'occupe juste de rayonner, d'émaner. Et en fait, Déméter et Aphrodite ont cette même générosité de rayonnement, de dilatation, et d'amener ça autour d'elle. D'accord. Voilà. C'est un beau tour d'horizon que vous nous avez fait. Oui, il y a vraiment matière à travailler. Alors, on peut l'amener à plein de niveaux différents. Ce travail-là, il peut être de manière très mentale, voilà, de nourrir le mental, de connaître les facettes très stéréotypées, mais on peut vraiment aller faire un travail en profondeur, on peut aller vraiment dans des subtilités, de se rendre compte que, ok, l'archétype, je le contacte, oui, je vois bien, mais en fait non, dans telle situation, en fait non, là, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas, et vraiment dans des plans très subtils. Ça permet vraiment de travailler sur vraiment avec tout le monde, même quand on a déjà beaucoup avancé sur son chemin, eh bien on peut encore travailler. Moi, voilà, ils sont en toile de fond dans ma vie, ces archétypes, et voilà, j'y reviens souvent parce que d'abord je trouve ça ludique, sympa, et vraiment j'aime bien, c'est un travail que j'aime bien. Et ça apporte un éclairage très très précis à la personne qui travaille sur elle, justement. Oui, complètement. Merci beaucoup Florence, et puis je pense qu'on va se retrouver encore, peut-être pour des archétypes masculins. Oui, volontiers, bien sûr. En tout cas, un grand merci. Grand merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt.